Bien, donc nous reprenons la deuxième séance. Vous avez vu que beaucoup de sujets ont été évoqués lors de cette première séance et il faut maintenant essayer d'affiner tout cela. Donc cette session sera modérée par Carole Matelin, vice-présidente 2024 de l'Académie, et qui sera donc la présidente 2025, ainsi que par moi-même et Frédéric Lichtenstein, qui remplace Gabriel Sedoun, qui est un président, on peut le dire, de l'Association des jeunes chirurgiens gynéco, vous êtes des acteurs nouveaux d'ailleurs dans le paysage, hein, parce que ce n'est pas si ancien que les jeunes prennent la parole et donnent leurs avis, de façon coordonnée, j'entends. Voilà. Voilà. Est-ce que je te laisse présenter la... Vas-y, Carole. Dominique Franco. Alors, on a une très belle session qui s'appelle Innovation et formation pratique des opérateurs. Vous verrez, il y aura 7 sujets qui vont être traités, des sujets qui concernent les processus, le financement, on sait à quel point c'est important, les changements de paradigme, le compagnonnage qui revient quand même à la mode, je crois qu'il l'a d'ailleurs toujours été, des sujets de nomenclature, des sujets sur les data, l'IA. Et puis, tout à la fin, une lecture de Philippe Marr. Alors, ce qu'on vous propose, c'est à peu près une conférence de 10 minutes par orateur. Et les questions, on les fera tout à la fin, mais avant la session de Philippe, si tout le monde est d'accord. Et donc, je propose d'accueillir Dominique Franco. On en a beaucoup parlé ce matin. L'Académie serait pas ce qu'elle est sans Philippe Franco et Dominique Franco et son investissement énorme dans la recherche. Donc, son sujet, un processus complexe, la formation pratique des opérateurs. Bien, bonjour. C'est une session très importante ce matin. Je vais faire une brève introduction et chacun ensuite va rentrer beaucoup plus dans le sujet. Alors, la complexité de la formation pratique des opérateurs est liée à plusieurs facteurs de différents niveaux. Premièrement, la diversification des interventions chirurgicales. Moi, je pense toujours à la chirurgie du foie quand j'ai commencé à ce qu'elle est maintenant. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus d'interventions qu'il n'en existait quand j'ai commencé. Et donc, ça complexifie déjà l'acte de formation. Deuxièmement, et on l'a déjà largement évoqué ce matin, l'évolution et la complexité des innovations technologiques disponibles en salle d'opération. Je regarde Jean-Claude Couffinal, qui est un des spécialistes de ce sujet, mais on a entendu, on a vu avec ce matin ce très beau film cette complexité, parce qu'il faut tenir compte maintenant de l'évolution technologique qui est partie en vrille depuis l'introduction de l'endoscopie, de la participation de l'imagerie à la chirurgie de façon très intimement liée, de la robotisation des robots chirurgicaux, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, du numéro numérique. Je m'arrête là, mais les innovations jaillissent tous les jours. Et donc, la complexité de ces innovations qui sont disponibles aux chirurgiens rend complexe la formation des futurs opérateurs. Et à côté de ça, il faut aussi tenir compte de la multiplicité des savoirs à acquérir pour un étudiant en chirurgie, parce qu'il reste quand même un médecin qui doit apprendre tout ce qui est dans sa spécialité, il doit avoir la pratique opératoire, il doit avoir les soft skills, c'est-à-dire que plus ça va, plus il faut que le chirurgien s'habitue à communiquer mieux avec son environnement, à la fois en salle d'opération, avec les patients et dans le service. Et puis, il a été rappelé aussi ce matin, en particulier par Alain Fischer, que la recherche faisait partie de la chirurgie. Ce n'est pas moi qui viendrai vous dire le contraire, parce que je crois qu'elle est vraiment indispensable à la compréhension du chirurgien, de ce qu'il fait avant, pendant et après l'opération. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Viennent s'ajouter à ça des facteurs qui sont beaucoup plus terre-à-terre, qui sont premièrement l'optimisation de l'occupation des blocs opératoires. Former un chirurgien au bloc opératoire comme on le faisait avec le compagnonnage classique, ça prend du temps. Or, actuellement, le temps de salle d'opération est extrêmement minuté, il a une valeur. Là, la minute de temps de la salle d'opération a un coût. Et donc, pour le chirurgien qui va apprendre à son jeune élève, eh bien,
il hésite à prendre ce temps parce qu'on va le lui reprocher, on va lui enlever éventuellement des vacations opératoires. Et donc, cette optimisation de l'occupation des blocs opératoires rend plus difficile le compagnonnage. La réglementation sur le temps de travail des internes également est un facteur important. Quand on travaillait 90 heures, 100 heures par semaine, il n'y avait pas de problème pour opérer, pour apprendre et pour se distraire. C'est devenu beaucoup plus difficile maintenant avec la courte durée à laquelle ils ont le droit d'être présents à l'hôpital ou dans des unités de formation. Et donc, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. On l'a évoqué aussi ce matin, le coût, parce que toutes ces innovations chirurgicales rendent la formation à l'innovation complexe, en particulier l'utilisation de simulateurs de plus en plus puissants, du jumeau numérique, de la réalité virtuelle et augmentée. Et donc, il a été évoqué ce matin à qui on pouvait s'adresser pour réussir à venir à bout de ces coûts, mais c'est quelque chose qui est encore en étude et qui n'est pas encore bien fixé. Et puis, dernier point, qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est la validation des compétences techniques. Nous avons vécu, et j'ai le souvenir au cours de mon internat, de collègues qui n'étaient pas du tout des opérateurs. Ils n'avaient aucune chance de le devenir. Et néanmoins, à la fin de leur internat, ils étaient chirurgiens, ils étaient sur le marché et ils pouvaient continuer d'opérer. Et donc ça doit vraiment être pris en considération. On n'a plus le droit de lâcher sur le marché des chirurgiens, même s'ils sont d'excellents chirurgiens dans la pensée chirurgicale, mais qui n'ont pas les compétences techniques. Alors, il faut trouver des solutions. Ouais, je ne vais pas vous les donner maintenant, mais il faut trouver des solutions pour assurer une formation optimale aux étudiants en chirurgie. Et puis, je rajoute en médecine interventionnelle, hein, on l'a bien dit ce matin, il n'y a plus maintenant qu'un groupe d'opérateurs, hein, qu'ils soient chirurgiens ou médecins interventionnels. Peu à peu, ce groupe va se formaliser, se lier. Il faut mettre au cours de leur formation à leur disposition les techniques modernes, innovantes et évolutives d'enseignement, parce que ça bouge tout le temps. Et donc, il faut être capable de suivre l'évolution dans les techniques d'apprentissage. Il faut intégrer ces formations dans un temps contraint, qui est le temps qui est laissé à l'interne pour faire son métier et pour apprendre. Il faut assumer les coûts de cette formation. Et puis, il faut donc, et je réinsiste là-dessus, mettre sur le marché des opérateurs certifiés. Je pense que les orateurs suivants vont essayer de résoudre ces problèmes. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est adopter de nouvelles solutions de formation pratiques. En dehors de la salle d'opération, il faut utiliser les nouvelles techniques de formation pratique. Et là, la place des écoles de chirurgie est extrêmement importante et je suis content que ce matin, cela ait été bien souligné. On le reverra en détail demain. En salle d'opération, bien entendu, le compagnonnage reste quelque chose d'essentiel, mais il faut un compagnonnage qui soit formalisé, qui permette d'apprendre petit à petit à l'interne la technique chirurgicale, puis à le laisser libre. Hein, le compagnonnage formalisé aboutit au formateur à sortir de la salle d'opération pour que l'étudiant enfin opère lui-même. Et puis, il faut un plan de formation et de validation des aptitudes. Donc voilà les quelques formules que je voulais vous donner qui seront, je pense, largement développées au cours de cette session. Je vous remercie.